Donc, merci Sofiane Djellali d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le président du parti politique algérien Djil Jadid, Nouvelle Génération. Alors, vous avez lancé le 14 mai dernier un appel public à la libération des détenus d'opinion. Vous avez ensuite demandé une audience au président Abdelmadjid Tebboune, qui vous a reçu le mercredi 27 mai et qui s'est engagé, dites-vous, à libérer Karim Tabou et Samir Benarbi, qui sont deux figures du Hirak. Absolument. Je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. L'Algérie vit depuis maintenant plus d'une année une forme de révolution douce. Il y a des bouleversements très profonds, autant dans la société elle-même qui perçoit autrement la politique que dans le pouvoir, puisqu'il a été pris au dépourvu par un Hirak d'ampleur exceptionnelle. Mais maintenant, petit à petit, les derniers temps, on s'aperçoit qu'on est en train de rentrer dans une forme d'impasse, parce que d'un côté, il y a un pouvoir qui ne veut pas et qui ne va pas lâcher dans n'importe quelle condition. Il s'agit même de la pérennité de l'État algérien, donc on ne peut pas aller vers des aventures comme ça sans rien préparer. Et de l'autre côté, il y a une partie du Hirak qui petit à petit s'est arc-boutée sur ses positions, s'est un peu radicalisé politiquement et qui exige en fait que tout le système tel qu'elle le perçoit s'en aille. Et donc, dans ce climat-là, dans ce rapport de force qui me semble être complètement stérile, il fallait faire un pas pour essayer de débloquer psychologiquement la situation. Donc, nous avons toujours prôné une voie médiane où c'est le dialogue qui pourrait faire aboutir les choses lorsque les conditions de ce dialogue sont réunies. Alors, on a deux types de conditions. Il y a les conditions politiques qu'on a toujours exigées, c'est-à-dire la libération des détenus d'opinion et des détenus politiques en fin de compte, et ce depuis plusieurs mois. Je rappelle mon intervention le 6 juillet lors de la rencontre des partis d'opposition jusqu'à dernièrement. Il y a d'autres conditions qui sont plus importantes, plus profondes. Ce sont des conditions historiques, ce sont des conditions sociologiques, politiques, et le tout est en faveur d'un changement. Alors, il s'agit de maîtriser et de faire ce changement-là dans la paix et la sérénité. Le pouvoir, quelle que soit son intention, quelles que soient les intentions des hommes qui l'animent, qui le gèrent, il y a des conditions historiques qui sont au-dessus d'eux. Autant je refusais absolument tout dialogue avec le régime de Bouteflika parce qu'il est clair qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune possibilité de faire évoluer le système, autant aujourd'hui, je pense que le pouvoir que le dialogue est le meilleur moyen de faire évoluer le pouvoir. C'est ce que je ne cessais de dire, comment aider le pouvoir à s'en aller. Donc, au lieu d'aller dans une confrontation frontale, il faut au contraire trouver les éléments communs pour aller vers la stabilité. Or, le gage de bonne volonté de la part du pouvoir, à l'évidence, c'est la libération des détenus politiques. C'est une démarche politique pour une libération politique d'hommes qui ont été mis en prison à cause de leur position politique. Maintenant, les réactions, c'est autre chose, on peut en revenir. Alors justement, cette rencontre avec le président Tebboune a provoqué une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Vous avez été particulièrement attaqué. On vous reproche notamment d'avoir discuté avec un président que le mouvement de contestation populaire estime comme illégitime. Oui, c'est exactement ça le problème. À partir du moment où vous niez l'existence d'un président, et donc au-delà du président, parce qu'il ne s'agit pas de la personne de M. Abdelmadjid Tebboune, c'est qu'autour de lui, à l'évidence, il y a des forces importantes. On peut les citer pour ne pas faire de langue de bois. Vous avez l'institution militaire, vous avez l'institution sécuritaire, vous avez l'administration. Ça compte. On ne peut pas faire semblant que M. Abdelmadjid Tebboune est un homme seul qui est tombé par un parachute à la présidence. Donc, soit vous refusez de parler à ce qui est aujourd'hui le représentant de l'État, quelles que soient les conditions dans lesquelles qui peuvent être peut-être refusées partiellement, les conditions dans lesquelles il a été élu. Mais n'empêche, c'est un président qui est légal, qui est là, qui représente au moins beaucoup plus que ce que peuvent représenter les uns et les autres contestataires. Donc, si on refuse, ça signifie qu'on veut aller à une solution par le rapport de force.
Alors, s'il y a des gens qui sont en mesure de renverser la vapeur et de prendre le pouvoir, moi, je leur dis, je ne suis pas dans cette voie-là. Je ne pense pas que cette évaluation du rapport de force est raisonnable et je ne crois pas que ça soit un bien pour le pays. Ça a été tenté dans les années 90. On a vu où c'est qu'on s'est retrouvé. Je pense que les gens jugent avec un peu trop de légèreté les choses. S'opposer, c'est bien, mais s'opposer, c'est pour obtenir quelque chose. Si c'est s'opposer juste pour tenter de tout détruire, je crois que ça n'arrangera personne là. Alors, vous avez toujours été un opposant au système politique algérien. Vous avez également milité bien avant le déclenchement du Hirak contre le 5e mandat de Bouteflika. Est-ce que vous ne craignez pas justement d'apparaître comme un relais du pouvoir au sein de ce même Hirak? Écoutez, les adversaires de Djil Jadid et ceux qui n'ont pas compris ont utilisé à satiété cet argument pour dire que ça y est, Djil Jadid a prêté allégeance au pouvoir et autres. Mais ça, c'est le jeu politicien. Je sais et j'ai assumé ce risque-là parce que les esprits sont échauffés, il y a de la passion et je comprends très bien que des militants qui sortent tous les vendredis et puis qui découvrent l'action politique, ils ont l'impression que c'est tellement facile, on agit sur le Facebook et on transforme le réel. Je crois qu'il faut qu'ils reviennent petit à petit à la raison et je sais que ce n'est pas toujours facile de laisser tomber ces illusions. C'est un risque que je prends et que j'assume. Maintenant, il faut de la pédagogie et de l'explication. La scène politique est actuellement complètement vide. Les partis politiques qui ont toujours été les partis instruments du pouvoir ne sont plus là, ils se sont éclipsés. Et ça a commencé à partir de l'élection elle-même, puisqu'on a vu que autant le FLN que le RND qui avaient soutenu leurs candidats n'ont pas pu réunir au-delà de 7% des suffrages. Et donc, que les résultats soient acceptés comme étant véridiques sortant des urnes ou qu'on imagine qu'ils aient été manipulés, dans les deux cas, ce sont deux partis politiques qui n'ont plus de sens. Rajoutons les deux autres partis dont leurs chefs sont en prison. Tout ceci montre qu'il n'y a plus de relais politique du pouvoir. Or, dans cet espace-là, apparaît Djil Jadid pour dire oui au dialogue. Donc, à partir du moment où vous êtes opposant, mais vous dites oui au dialogue, et comme il n'y a rien sur le côté droit, on va dire, on essaye de vous coller l'étiquette, ça y est, vous êtes vendu. Il n'y a que nous qui sommes les vrais militants, les honnêtes, etc. Bon, je crois que c'est un discours facile, mais les faits vont démontrer le contraire. Djil Jadid est un parti d'opposition. Je rappelle, vous l'avez fait gentiment en disant qu'on était contre le 5e mandat, nous étions contre le 4e mandat aussi. Nous avions eu cesse de réclamer le départ du régime. Nous avions milité dans la rue. Nous avions subi aussi la répression policière. Nous avons été avant le Hirak hirakistes. Et donc, ce n'est pas maintenant que quelques courants qui découvrent le hirakisme qui ont l'autorité pour exclure comme ils veulent les gens du Hirak. Non, nous représentons une partie des Algériens qui sont sur la même longueur d'onde que nous, qui sont contents de voir le régime Bouteflika à terre, parce que c'est le cas. Il y a des dizaines de ministres, de hauts responsables, de wali, d'hommes d'affaires qui sont en prison. Ça, ce n'est pas rien. Ça signifie que le système d'État a lui-même évolué. Il a coupé les branches gangrénées et, bien entendu, il ne va pas accepter de tout mettre à plat. Il y a là le risque que l'État lui-même soit remis en cause et qu'on se retrouve dans des situations de pays qui ont vécu les mêmes affres. Encore une fois, ce n'est pas pour effrayer les gens, mais c'est pour qu'on soit réaliste dans nos demandes. Je ne parlerai pas de la Libye, de la Syrie, du Yémen et autres. Parlons par exemple de l'URSS. Voilà une puissance qui était la deuxième dans le monde, qui faisait le deuxième pôle de tout le monde. Et puis en 24 heures, il n'y avait plus l'URSS, il n'y avait plus que la Russie. Un État, ça semble être extrêmement puissant et en même temps, c'est très fragile parce que l'existence d'un État, c'est cette représentation mentale que chaque citoyen a admis, a dans sa psyché. Si à partir du moment où on enlève toute autorité, où on délégitime par exemple l'institution militaire, on délégitime l'institution présidentielle, eh bien, il ne restera plus rien du tout que des conflits entre des factions multiples qui peuvent être à ce moment-là prises en charge par des intérêts
et ça deviendra beaucoup plus grave parce que ces intérêts-là, très souvent, ce sont des intérêts d'argent, mais aussi des intérêts liés à des centres de pouvoir à l'extérieur. Et donc, il ne faut pas exposer le pays. Il y a une possibilité de faire évoluer les choses. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes maintenant face à un État qui a été dénudé, que le régime s'est effondré et que cet État est obligé de reconstruire un régime. Alors, cette reconstruction se fera avec nous en tant que hirakistes ou elle se fera de manière à renouveler l'ancien système si les hirakistes refusent de participer à la nouvelle construction. Alors, sur le Hirak, vous affirmez qu'il y a des partis du Hirak qui se sont psychologiquement, dites-vous, appropriés le Hirak avec des idées radicales réclamant notamment le départ de tout le système. Ce sont, dites-vous, des revendications sans aucun fondement. Bien sûr, parce que je pense que c'est un processus naturel. Dès qu'il y a un processus révolutionnaire, très souvent, ce sont ceux qui portent le plus haut la voix des revendications qui apparaissent au devant. Mais malheureusement, il y a une forme de surenchère ensuite qui s'établit et plus on crie plus fort que les autres et plus on a l'impression qu'on se retrouve au plus haut de la vague. Je pense que ce n'est pas très raisonnable tout ça. Il faut agir avec ce qu'il y a. La politique en tant que rapport de force peut se pratiquer, mais à condition d'assimiler aussi que la politique est l'art du possible. Si c'est simplement faire les kamikazes, ça ne sert à rien. C'est une forme de suicide collectif et ça ne mène à rien. Or, le Hirak a donné l'occasion à beaucoup de gens d'aller jusqu'au bout de leur vision, de leur idée, qui peuvent être bonnes en soi. Moi, je n'ai pas à juger ce que peuvent penser et ressentir les uns et les autres. Simplement, je dis que essayer de s'approprier le Hirak et en plus de parler au nom du peuple, ce que font à satiété les gens. Le peuple ne veut plus, le peuple vous a dit, le peuple vous exclut, le peuple. Oui, mais c'est ça l'essence du populisme. C'est-à-dire considérer que les Algériens sont un seul concept et ensuite on utilise le concept comme on veut. Le peuple a dit non. Le peuple a exprimé clairement le désir d'un changement réel et profond. Ensuite, comment doit se faire ce changement et avec quel instrument? C'est à la classe politique, à la classe de la société civile, c'est à l'élite de définir ces moyens-là en conformité avec ce que désire le peuple, pas en se substituant à lui. Donc, quand vous ramenez des notions qui vous sont propres, et c'est votre droit, et que vous les projetez sur l'ensemble de la population en disant « le peuple a dit », ça, vous n'avez pas le droit. Le peuple, lorsqu'il agit, il devient un corps électoral. Et un corps électoral, et c'est la démocratie qui le dit, il est pluriel. Maintenant, si quelqu'un dans la rue se lève pour annihiler la démocratie et la pluralité et récupérer à lui seul la parole du peuple, je pense que c'est une mauvaise voie. Il faut revenir aux fondamentaux d'une démocratie et d'un état de droit, c'est-à-dire garder les principes. Nous travaillons pour construire un état de droit, nous ne travaillons pas pour consolider un ancien régime que nous avions combattu. Sinon, c'est un contresens qui est absolument relève de l'ineptie, qui relève du non-sens. Alors, toujours sur le Hirak, vous avez déclaré qu'il y a un courant que vous qualifiez d'extrême droite identitaire qui est en train de prendre racine, selon vous, au sein de ce Hirak. Écoutez, j'ai employé cette expression au moment où j'avais été frontalement attaqué dans les réseaux sociaux et non pas dans le Hirak. Et ces réseaux sociaux avaient pris une connotation identitaire extrême. Et je ne le cache pas. Oui, bien sûr, lorsque vous avez un pays qui a été mal géré sur des décennies, où des identités ont été niées, au lieu d'ouvrir l'espace à l'expression, à la liberté d'expression, au lieu d'ouvrir l'espace au débat, à la discussion, à la compréhension mutuelle, lorsque vous avez géré par oukase pendant des décennies et vous avez enfermé la parole, il est évident que vous allez avoir par réaction des épiphénomènes. Et donc, malheureusement, dans notre pays, comme dans d'autres pays aussi qui vivent des malaises, et d'autant plus que l'Algérie est dans une transition de société, il est normal que vous ayez des extrêmes qui apparaissent. Il y a des extrêmes qui sont
sécessionnistes, il y a des extrêmes qui sont identitaires, qui rejettent tout. Il y a de toutes parts d'ailleurs, hein, je ne vise pas une région par rapport à d'autres, ce sont des ghettos idéologiques qui se forment. Et très souvent, moi j'emploie cette expression pour essayer d'analyser le réel, c'est que les gens s'enferment petit à petit dans des espaces très restreints où ils vivent entre eux et ils répètent à satiété leurs propres arguments, leurs propres éléments, leurs propres sentiments. Je le compare à ce petit poisson rouge qui vit dans son bocal et qui a l'impression que son bocal, c'est les dimensions d'un océan. Je crois qu'il faut revenir au réel. Il faut prendre réellement la température de l'ensemble du pays, arrêter de stigmatiser des parties de la population, quelle que soit leur position, et au contraire jeter des ponts entre ceux qui pensent que l'Algérie est exclusivement berbère et ceux qui pensent que l'Algérie est exclusivement arabe et ceux qui pensent que l'Algérie doit être exclusivement islamique. Non, c'est comme aussi donner l'exemple, comme toutes ces couleurs fondamentales, lorsque l'artiste les mélange et vous donne une superbe couleur, l'Algérie, c'est tout ça à la fois. Et il ne faut rien rejeter. Nous sommes un mésir, nous sommes aussi arabes culturellement, nous sommes aussi musulmans par notre religion, par notre culture. L'Algérie, cette région de l'Afrique du Nord, a participé à tellement de civilisations. La civilisation islamique nous appartient aussi parce que nous l'avions faite. Il ne s'agit pas aujourd'hui de créer des contradictions, des ruptures, des fractures, absolument pas. Le monde aujourd'hui est rentré dans une phase de matérialisme absolu. La dimension spirituelle est essentielle et vous le savez très bien à umma.com, combien cet élément-là est important dans l'équilibre d'une culture, dans l'équilibre d'une civilisation. Donc, au lieu de rentrer en guerre les uns contre les autres, soyons rassemblés les uns avec les autres pour construire cet état de droit où la loi sera au-dessus de tous, construisons cette démocratie où tout le monde aura le droit de s'exprimer dans le respect, dans le débat, et c'est ça qui créera une société équilibrée, une société sereine, et pourquoi pas, osons le mot, une société qui peut avoir droit au bonheur. Alors, dernière question, vous êtes totalement opposé à une structuration du Hirak. Il faut sortir, selon vous, du rapport de force actuel. Alors, que proposez-vous concrètement pour sortir de cette crise politique? C'est exactement dans la continuité de ce que je disais. Si le Hirak, c'est le peuple algérien, et c'est comme ça que je l'ai toujours pris et considéré, le peuple algérien, vous avez des représentants de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est leur droit absolu. Maintenant, vous leur dites, faites-vous représenter par 5-6 personnes et acceptez de rentrer dans ce moule et que ces 5 ou 6 personnes, on leur donne mandat. Non, ça ne peut pas être. Les personnes représentant le Hirak, donc représentant le peuple, doivent sortir du suffrage universel. Et à partir de ce moment-là, le Hirak ne peut pas devenir un parti unique. Le peuple ne peut pas s'organiser dans une structure unique, sinon on revient soit au parti unique qu'on a vécu dans les premières années jusqu'en 1989, soit à ce moment-là, on conçoit une Jamahiriya libyenne. Et dans les deux cas, ça n'a aucun sens. Donc, laissons les gens s'exprimer, que dans le Hirak, ceux qui se sont engagés, les jeunes générations, il y a de superbes jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, qui viennent d'horizons divers, qui ont envie d'agir, eh bien, il faut qu'ils s'organisent en fonction de leur programme, de leur vision des choses. Et on a besoin d'une pluralité. Pourquoi systématiquement éliminer tous les autres pour exister simplement entre soi? Donc, laissons s'exprimer cette pluralité, que les jeunes s'organisent. C'est pour cela que, quand je vois, par exemple, dans la proposition de la Constitution, maintenant, un parti politique ne peut plus être refusé sous quelque réserve que ce soit par l'administration, ça signifie que la porte de la pluralité est ouverte. Il faut en profiter. Alors, au lieu de crier tous les vendredis des slogans, aussi juste soit-il, et rentrer à la maison entre chaque vendredi, je pense qu'il serait mieux de se reposer le vendredi et travailler politiquement entre les deux vendredis, c'est-à-dire les 6 jours de la semaine. Organiser, structurer, mettre en place un programme politique, préparer des élections et aller à des élections en force
pour imposer des élus à tous les niveaux, au niveau des APC, des APOE, de l'APN, etc. Donc, sortons de ce bras de force frontal qui ne mènera à rien et allons vers l'utilisation des points forts du Hirak et utilisant les points faibles du régime pour le pousser à changer. Et aujourd'hui, le régime est prêt à changer à condition qu'il ne sente pas une vague déferlante qui risque de tout emporter. Donc, si on rentre en conflit et si on utilise le rapport de force, je peux vous assurer qu'à ce moment-là, vous donnerez tous les arguments politiques et sécuritaires pour que le régime se reconstruise tel qu'il l'a toujours été, en disant tout simplement, vous voyez que la classe politique, je ne parle pas du peuple, mais la classe politique est immature, qu'elle ne veut pas agir, qu'elle est là, elle veut vivre sur le dos du peuple. Le peuple, il sort, il s'exprime, et puis vous avez quelques éléments qui parasitent tout cela et qui essayent simplement de liquider les adversaires politiques en utilisant toujours la même rhétorique. Le peuple a dit, le peuple le veut, je représente le peuple. Non, monsieur, personne ne représente le peuple. Représentez vous-même, c'est déjà beaucoup. Merci à vous, Sofiane Djellali. Merci à vous. Je vous en prie. Merci.